Je suis Denis-Pierre Philippi, scénariste de bande dessinée, auteur du Voyage extraordinaire, avec Silvio Camboni au dessin. Donc en fait, avant de faire de la bande dessinée, j'ai fait des études de philosophie, donc qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée. J'ai poursuivi ces études un certain temps, en même temps que mes tentatives pour être édité. Donc voilà, ça a pris 6 ans. 6 ans de projets envoyés à de multiples éditeurs avant d'arriver à signer mon premier contrat chez Delcourt. Avant de signer ce premier contrat, je suis passé par le livre pour enfants, et donc c'est en proposant à des auteurs de bande dessinée de créer des livres illustrés que je suis revenu à la bande dessinée, avec le projet de Rul, qui a plu donc à Guy Delcourt, et on a pu faire avec Tiburce un intermédiaire entre la bande dessinée et le livre illustré. Comment ça commence? Ça commence déjà dans ma tête. C'est vrai que l'écriture se fait en plein d'étapes. La première, c'est avec ce cahier magique. Alors, si on regarde bien derrière, il y en a plein là, qui sont à peu près vides, parce que c'est un peu le problème, c'est que je ne travaille pas sur une histoire, sur une seule histoire, et je ne travaille pas toujours au même niveau. Donc il y a des histoires sur lesquelles je suis au niveau de la réflexion, du synopsis, d'autres où c'est le découpage, d'autres où c'est les premières idées. Donc j'ai ce genre de cahier donc, sur lesquels je peux passer d'une histoire à l'autre. Les pages sont détachables, donc après j'ai plus qu'à centraliser ça. Donc premières idées, brainstorming. Je lâche tout ce qui me vient dans la tête sur ce cahier. Au bout d'un moment, je sens que ça coince, je sens que les rouages commencent un peu à gripper, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends tout ce que j'ai écrit, je me le relis et je le synthétise. Et donc je fais un résumé de ça. Et petit à petit, ce qui fait qu'à la fin, j'ai écrit 15 pages, mais ça tient sur une page et demie. J'ai une espèce de concentré, de condensat de toutes ces idées, et c'est là qu'on passe dans la deuxième phase d'écriture, qui est l'écriture de l'esprit, où je vais devoir faire passer tout ce que je ressens, tout ce que j'ai vraiment perçu, plutôt que véritablement écrit, dans la tête de mon dessinateur préféré. Je le mets au propre sur mon ordinateur, donc là je viens écrire sur l'écran cette mise en forme, où là j'entre un peu plus dans les détails, et c'est vraiment encore une réécriture. Et c'est pareil, le synopsis c'est un travail de réécriture. Je vais écrire le début, je vais m'arrêter, je vais relire ce que j'ai écrit, modifier, repartir. Une fois que j'ai ce synopsis, je l'envoie à Silvio, on en discute, et à partir de là je vais passer à véritablement la mise en scène détaillée. Donc pour que ça soit une bande dessinée, il faut que je transforme ça en cases, en pages, que j'en écrive les dialogues, et j'ai tendance à dire que 99% de l'histoire, ça va pas être dans l'album, ça va être dans la tête des lecteurs. Donc il faut que j'arrive à trouver ce 1% que je vais distiller au lecteur, page par page, case par case, qu'avec Silvio on va arriver à représenter, pour que cette histoire, le lecteur puisse être guidé avec ces petits repères-là, ces dessins, ces dialogues, pour que tout ce qui se passe entre ces cases, il arrive à l'imaginer. Et donc c'est là que je vais entrer dans les détails, et faire donc ce que j'appelle ce qui s'appelle le découpage, où je vais décrire à Silvio, case par case, la scène. Synopsis, donc voilà, donc synopsis au brouillon. Donc synopsis au brouillon, j'avais commencé à faire un découpage et je me suis aperçu que ça ne fonctionnait pas, donc je suis reparti sur le synopsis en fait. Donc j'écris au brouillon, j'ai enlevé les pages parce que voilà, je voulais éviter de perdre tout ça. Une fois que j'ai fait synopsis au brouillon, je le mets au propre, donc ça donne ce genre de choses. Donc voilà, on est sur le Voyage extraordinaire, tome 3 synopsis, où j'ai mis au propre et j'ai remis ma pagination. À partir de ce synopsis là, hop, on passe au brouillon du découpage. Et donc voilà, j'attaque le découpage, donc voilà, donc tout simplement je me remets sur mon cahier, je repars au brouillon, et là j'essaie de faire ce premier travail de réécriture du découpage à partir du synopsis où il y a la pagination. Et une fois que j'ai fait ça au brouillon, on part sur l'écran pour mettre ça au propre et arriver donc à cette mise au propre. Où voilà, là on est sur le tome 2 et on a voilà, grande case, demi-page, vue générale aérienne sur Londres, monument et architecture typique. Je décris pas tous les monuments, c'est Silvio qui va trouver l'angle d'approche qui va nous permettre d'être juste et de montrer Londres et en même temps de montrer notre Londres. Donc pour montrer notre Londres, on a des ballons dirigeables anti-aériens, des canons, on a un certain nombre de choses qui vont donner l'esprit et qui vont plonger le lecteur directement dans ce nouveau lieu, puisqu'ils n'ont pas découvert Londres dans le tome 1 et qu'on attaque le tome 2. Et donc là on est censé avoir 5 cases. Silvio va changer les choses ou non, on va pouvoir voir éventuellement à l'écran ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai 2 écrans en fait, c'est parce que ça me permet de comparer mon découpage et la page, et là effectivement on se retrouve avec 5 cases, et ma première case, vue de Londres aérienne, on est à bord perdu, je l'avais pas décrit, Silvio l'a fait comme ça, c'est parfait. Et à partir de là, alors là c'est la page terminée, mais
bien entendu. Avant ça, avec Silvio, on discute sur les crayonnés. Alors là, il y a de la doc. Par moment, par exemple, j'ai trouvé une voiture à un moment que je voulais intégrer dans l'histoire, donc je suis allé faire des recherches sur les voitures qui existaient à l'époque. Je voulais une petite voiture pour une jeune femme, une femme qui vit tout seule au bout d'une presqu'île. J'avais besoin d'un manoir, donc voilà, on a parlé de manoir avec Silvio. Je cherchais un hôtel dans Paris ou des vues de Paris, donc voilà. C'est vrai que je fais de mon côté un certain nombre de recherches, Silvio en fait du sien, c'est lui qui m'a proposé ce gorille pour le design originel de l'engin qui est en couverture. On parlait de vue de la Tour Eiffel à un moment, donc j'ai cherché certains angles de vue parce que sur une case on n'était pas au point, lui et moi, on savait pas exactement quel angle on allait choisir. Donc bon voilà, des choses qui vont servir dans le tome 3, puisque là on est sur Central Park et qu'on va se balader peut-être aux États-Unis, vue de Montparnasse. Bon voilà, ça fait partie des choses dont on discute avec Silvio. Et ensuite voilà, lui fait son brouillon, donc qui est le storyboard. Donc voilà, c'est à partir de mon découpage, je reçois ça, donc qui est la partie de Silvio une fois qu'il s'est réapproprié les choses dans un premier jet assez détaillé déjà. Et puis bon voilà, c'est là que ça me permet moi de faire mes ajustements au niveau des dialogues et de la mise en scène. Et ensuite on passe aux étapes suivantes qui est la mise au propre et la couleur. Comme c'est un travail qui fait appel à un peu ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire la matière première, elle est là sans être là en fait. La matière première, c'est un peu les idées. Et les idées, on les a. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que c'est celles qu'on cherche à ce moment-là? C'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que ce côté, cette approche de l'inspiration au niveau de l'écriture, c'est toujours la chose qu'on ne maîtrise pas. À un moment, l'écriture se met en route. Et là, quand elle se met en route, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça peut être 6 ou 7 heures ou 8 heures d'affilée parce que c'est le moment. Je pense qu'il y a besoin de break. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je m'arrête et j'essaie de déconnecter parce que il y a besoin de se réoxygéner. Mais c'est pas du tout régulier. Voilà, c'est pas du tout régulier. Je donne cet exemple pour Gargouille. Le tome 1 est écrit. C'est un début d'aventure, je ne sais pas encore exactement où je vais, j'ai la fin, je sais comment ça se termine, je connais la dernière scène, je sais exactement ce qui se passe à la fin. Mais par contre, je n'ai pas ce qui entre. Et je suis à Paris, je suis en train d'attendre un ami qui n'a pas laissé les clés à son concierge, et je suis obligé d'attendre dans un bar, donc je m'installe dans un bar, et j'ai le tome 1 de La Croisée des Mondes, que je n'ai pas encore lu et qu'on m'a conseillé. Je m'installe avec ma mentalo, j'ai mon cahier pas loin, je lis la première page, je m'arrête à la 7e ligne, et là il y a le mot bataille. Ce mot bataille me renvoie au Seigneur des Anneaux, je ne sais pas pourquoi, à un moment, une scène où effectivement il y a une forteresse qui est prise d'assaut, et des images naissent dans ma tête, et de ces images naissent une idée pour Gargouille, et je passe 1 heure et demie à écrire le tome 2 et presque la trame de la saga de Gargouille. Voilà, c'est le moment, et pendant cette heure et demie là se conditionnent les 6 prochains tomes de Gargouille. En tant que scénariste, je pense que c'est un peu la même chose pour tous les scénaristes, mais j'ai une frustration, j'ai une grande frustration par moment, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est que ce que j'ai dans la tête, ce que je ressens, ce que j'ai envie de raconter, je ne suis pas la dernière personne à le raconter. Je passe par un autre support que l'écriture, qui est le dessin et la couleur. Donc c'est vrai qu'il y a une collaboration. Et cette collaboration, elle est source de richesse, elle est source d'envergure, elle fait prendre une réalité à mon écriture. Les dialogues sont peut-être la seule part d'écriture qui reste telle qu'elle et à laquelle le lecteur a accès directement. Ces dialogues peuvent être transformés si le personnage a une expression morbide alors qu'il est en train de raconter une blague, pour schématiser grossièrement les choses, ça ne va pas très bien fonctionner au niveau de la blague. Donc effectivement, le dessin va toujours conditionner les dialogues, mais ces dialogues sont un peu une manière de m'exprimer peut-être plus directement au lecteur et de ne pas juste faire un descriptif qu'après le dessinateur et le coloriste vont se réapproprier, vont porter certainement très bien, mais qui ne sera pas forcément exactement ou toujours aussi précis que je pourrais l'espérer ou l'imaginer. Je suis Silvio Camboni, je suis le dessinateur de la série Le Voyage Extraordinaire écrite par Denis Pierre Filippi. Ouais, je suis italien, je fais la BD depuis plus ou moins 10 ans, donc la France est devenue un petit peu ma deuxième patrie, au niveau artistique, si on peut dire comme ça. Moi j'ai fait des études d'architecte. J'ai commencé à faire la BD quand j'étais à Milan pour étudier, et évidemment. J'ai commencé à bosser pour Disney en Italie. Et donc j'étais encore étudiant, mais j'étais déjà professionnel quelque part pour Disney. Et donc ça
ça a duré pas mal de temps, jusqu'au moment où j'ai commencé à faire la BD. Donc à partir de ce moment-là, ça a un peu changé. J'ai continué quand même à faire du Disney, mais maintenant je suis surtout sur la BD. Alors normalement, il faut que je m'approprie de l'histoire, donc je lise le synopsis très rapidement, une fois, deux fois, jusqu'au moment où j'ai véritablement vu ce qu'il se passe. Après, normalement, on parle avec Denis Pierre, on va essayer de comprendre ce qui sont les scènes les plus intéressantes, c'est lui qui peut poser des problèmes. Bon, et on discute, on fait éventuellement aussi besoin de changements. Bon, et si tu, après on passe au découpage. Mais disons que le moment du synopsis est assez important parce qu'on va découvrir vraiment l'histoire et on va voir ce qui vraiment se passe. Donc, niveau dessin, je commence à me construire une image en tête. Donc, c'est ça le moment vraiment important. Une fois qu'on a vu le synopsis, on passe au découpage. Évidemment, c'est le scénariste, donc Denis Pierre, dans le cas du voyage, qui fait ça. Après, je vais lire le découpage. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les 46 pages bien décrites avec les scènes découpées case pour case. Et là, on voit véritablement ce que va devenir de notre livre. Et là encore, on a une discussion entre auteurs pour voir s'il y a des scènes où on a besoin d'avoir plus de place, ou sinon moins de dialogues, plus de cases. Voilà, c'est vraiment le moment où on projette vraiment l'album. Et donc, c'est particulièrement important. C'est le dernier pas avant que je me mise directement à la page à dessiner. Une fois passé l'étape du découpage, donc je l'ai lu, on a discuté, je me suis approprié vraiment de l'histoire. On part sur le storyboard et là c'est vraiment le moment où on met en place le dessin de ce que deviendra le livre. Donc là on peut vraiment encore changer des choses parce que quand tu dessines, tu vois directement si tu as assez de place pour montrer quelque chose que tu as envie de montrer ou qui est vraiment important pour l'histoire, alors on peut encore faire des changements, on partage ça avec Denis Pierre, je peux rajouter des cases, en enlever certains. Le plus important c'est que le discours, l'histoire, ça roule bien. Et donc une fois qu'on a relu ça, on a vu le dessin, on a vu que ça fonctionne, bon, on est d'accord qu'on a fait un bon travail. Après les storyboards, on a une phase qu'on appelle un peu, au moins je l'appelle comme ça, la mise en propre, c'est-à-dire que tu pars de quelque chose un peu sauvage et instinctif, mais pas forcément précis sur les personnages, sur les décors. On a surtout les volumes, les masses de dessin pour donner vraiment de l'équilibre à la page. Mais dans la phase suivante, il faut rentrer dans le détail, faire les expressions des personnages bien faits, faire le détail du bâtiment, faire, je ne sais pas, tout ce qu'il faut. Et après, là c'est suivre presque directement, c'est ce qu'on peut appeler l'ancrage, que ce n'est pas vraiment l'ancrage parce que dans les voyages, je ne fais pas l'ancrage, mais c'est un crayon noir impropre. Donc, je pars sur un storyboard en bleu et donc finalement je fais une finalisation en noir et après ça reste très propre parce qu'on va enlever la partie en bleu, c'est un passage technique qu'on fait finalement avec l'ordinateur et donc on a une crayonnée en propre que ça semble de l'ancrage mais ça garde je sais pas, la matérialité du crayon, la manualité, on sent encore le travail artisanal, ça qui me plaît beaucoup. Chaque fois que tu travailles dans un univers, tu as des situations différentes, c'est-à-dire de l'architecture, des paysages, des personnages évidemment, de décors qui changent. Et évidemment, ce n'est pas possible de tout connaître et tout savoir, avoir une mémoire incroyable. Donc, c'est vraiment important la documentation, c'est-à-dire avoir une bonne bibliothèque,
des livres, des photos, de BD, mais surtout désormais la chose plus pratique c'est Google. Donc tu peux chercher ce que tu veux, tu peux vraiment reconstituer un univers même imaginaire, mais avec des éléments solides, des bases solides qui sont la réalité. Donc dans les voyages extraordinaires, nous on a reconstruit Paris, c'est Paris tout à fait, mais on a des éléments qu'on a rajouté, donc c'est un Paris un peu décalé, c'est un univers un peu voilà, steampunk, quand tu veux le nommer, mais ce qui est plus important, c'est que tu reconnais Paris, que c'est Paris. Mais il y a aussi de l'invention, de la magie, de la poésie, et ça arrive parce que tu as la base solide. Donc, tu peux construire ce que ton imaginaire te donne en plus. Et c'est un peu ce que les lecteurs cherchent, parce que oui, c'est vrai, Paris, elle est magnifique, mais c'est encore plus enthousiasmant de voir une Paris encore plus extraordinaire. En fait, je suis encore, tu sais, tu dois franchir une rivière, et je suis encore à moitié parce qu'on a encore une partie très importante artisanale, c'était des papiers, crayons, pinceaux. C'est pinceau parfois, sinon c'est d'autres choses. Ancrage, on dit comme ça. Mais de plus en plus, on a une partie qui va devenir plus importante informatique. Donc du Photoshop, de l'ordinateur, parce que bon, parfois on fait des petits changements, et là on le fait à l'ordinateur, parce que tu vas prendre des parties, tu vas les déplacer, tu vas rajouter des petits détails à la tablette graphique, ça rend les choses énormément plus simples que dans le passé, quand tu devais faire vraiment les corrections sur le papier, et ça c'était pas toujours facile. Bon, j'ai vu beaucoup de pages des auteurs des années 70, il y avait plein de tops là, de cases refaites et collées sur la page. C'est une chose qui a un intérêt visuel pour le fan, mais finalement c'est pas pratique du tout. Donc finalement oui, je fais la partie manuelle, mais après évidemment on a la technologie qui ça a vraiment changé et ça aide beaucoup. Et vous voyez là, on a des outils incroyables, que ça va énormément changer encore. Et je crois que la prochaine étape sera forcément de laisser le papier, les pinceaux et passer vraiment à la tablette graphique, la peine électronique aussi, parce que les outils sont de plus en plus efficaces et le travail va avoir une fluidité plus important, même si tu vas perdre quelque chose peut-être, je ne sais pas, parce que c'est un parcours, un changement, et donc on ne sait pas ce qu'on laisse et ce qu'on trouve, mais j'ai l'impression qu'on va gagner plutôt qu'on va perdre. Donc je suis Gaspard Yvan, le coloriste du Voyage Extraordinaire. Je sors donc ça fait 3 ans, j'étais dans l'école l'ESMI à Bordeaux, où j'ai fait tout mon cursus scolaire. Donc j'ai rencontré des professionnels qui étaient aussi professeurs dans cette école, notamment Bast, qui, appréciant mon travail, m'a présenté à Denis-Pierre Philippi, un ami à lui, et aussi collègue, qui, aussi intéressé par mon travail, m'a proposé quelques projets où au départ je devais être au dessin. Mais bon, il s'avérait que les temps étant ce qu'ils sont, comment dire, le contexte étant un peu compliqué, ces projets n'ont jamais abouti vraiment, en tout cas avec moi au dessin. Et Denis-Pierre de son côté, travaillant avec d'autres auteurs et notamment Silvio, s'était lancé dans un nouveau projet, puisque avec Silvio ils avaient déjà leur gros projet, Gargouille. Et donc ils se sont lancés sur quelque chose de quand même vraiment différent de Gargouille, et même au dessin pour Silvio. Et n'ayant pas de coloriste sous la main, puis aimant mon travail, Denis-Pierre m'a proposé, comme ça, pour voir, de faire la couleur sur une de leurs planches test. Et donc ben voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ma première planche, ça leur a plu, il y a eu évidemment des ajustements à faire, puis une deuxième, puis mon travail a été présenté aux éditeurs, et voilà. Bon, oui, déjà d'avoir commencé comme coloriste, pour moi c'est vraiment une aubaine, parce que il y a beaucoup moins de pression.
C'est-à-dire que tout le côté narration n'y est pas. C'est vraiment voilà, de la finalisation, du ciselage à la fin. Et donc c'est vrai que pour commencer, et là dans les temps qui vont venir, je pense que je vais beaucoup me concentrer sur la couleur. Parce que finalement c'est pas tant une grosse coupure avec le dessin que ça, puisque ça reste du modelage, on reste dans les volumes, je continue à faire mes armes un peu dans le dessin grâce à la couleur, mais au long terme, ouais, j'aimerais me remettre à dessiner, parce que c'est quand même ce qui m'a poussé vers ce boulot-là, et j'aimerais le concrétiser un jour. Mais pour le moment, le boulot de coloriste me convient bien, ouais. C'est une bonne manière de commencer. Une journée type, ce serait... Bon, je me lève vers 8-9 heures. Je prends pas le temps en fait de déjeuner ou quoi, parce que bon, je travaille chez moi, donc ça c'est un plus aussi. Donc pas de temps de trajet, tout ça. Puis je fais mes horaires, je suis tout seul la journée, donc j'organise ça un peu comme je veux. Donc je prends pas le temps de déjeuner, c'est-à-dire que j'allume mon ordinateur et puis je commence à travailler doucement, et puis quand ça vient, après je suis lancé et voilà, je me lance sur mon rythme. Donc je me fais des journées, voilà, je dirais je commence à 8-9 heures, 9h30 je suis opérationnel. Et je travaille jusqu'à ce que j'en puisse, enfin pas que j'en puisse plus, mais jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre en fait. Donc c'est-à-dire que je peux travailler dans les moments de rush, jusqu'à 23h. Ouais. Dans les moments de gros rush, jusqu'à 3h du matin. C'est plus rare, c'est même assez rare. Mais bon, c'est-à-dire que j'ai remarqué que je travaillais mieux quand je savais que j'allais finir ma journée. Donc c'est pour ça que ça tire aussi souvent très tard, parce que les moments où je suis le plus efficace, c'est les moments où je sais que ça va s'arrêter. Et en fait ça s'arrête pas du coup. Donc je me dis par exemple à 8h, bon mais là j'arrête, c'est bientôt fini, puis à 23h j'arrête. Voilà. Ce qui fait des journées un peu compliquées pour mes proches aussi, mais bon, c'est quand même une qualité de vie, puisque, bon, pour le sport c'est pas ça, mais disons que j'aime ce que je fais, j'ai pas trop de mal à m'y mettre, même quand c'est vraiment contraignant, et donc j'organise ça comme je veux, et bon, c'est ce qui fait que finalement ça fait des grosses journées, mais c'est pas lourd, enfin je vais pas pointer à l'usine, quoi. C'est quand même un boulot un peu privilégié, je trouve. Alors, donc oui, il travaille au crayon à papier, et il n'y a pas d'ancrage, donc ça va poser des contraintes en termes de détourage par exemple, parce que le trait étant un peu moins net que s'il avait été ancré, ça demande de bien faire attention à ne pas dénaturer son dessin, à ce que les formes restent les formes qu'il a voulu. Puisque des fois par exemple il va y avoir des moments où un trait va pas être complètement terminé, je sais pas, donc il faut pas que là je commence à interpréter n'importe comment. Bon alors, mais ça c'est vraiment, c'est pas non plus la grosse contrainte, mais c'en est une avec le crayon. Et là où c'est intéressant que ce soit au crayon, c'est que par contre ça me laisse carte blanche pour les lumières, c'est-à-dire que n'ayant pas d'ancrage, il va pas y avoir de zone noire, c'est pas lui qui va poser les ombres en fait directement. Et donc là je vais pouvoir moi après voir en fonction de comment je vois le truc, poser les lumières exactement comme je l'entends. Et ça donne une importance particulière à la couleur, parce que les noirs c'est moi qui les fais, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir les nuancer comme j'ai envie. Et donc ça donne une identité à la couleur aussi, puisque finalement c'est elle qui vient donner la touche finale, quoi. Donc ça c'est le trait. C'est ce que tu reçois. Voilà, je reçois la planche en l'état. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je sépare le dessin du support en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir le sélectionner tout seul, le dessin, en fait, il faut qu'il soit seul sur le calque. C'est-à-dire que sinon l'ordinateur comprend que c'est une page. Voilà. Je reçois la page comme ça, je détourne case par case, donc voilà à peu près ça. Là il reste un truc, voilà, case par case. Ensuite je détourne les personnages et tous les plans, et je plaque des fonds dessus, donc ça donne à peu près ça. Tac. Donc là je saute un peu l'étape juste du détourage, hein, parce que c'est... Et voilà. Ce qui donne en fait voilà, juste la page en 2 dimensions, enfin c'est toujours en 2 dimensions, mais je veux dire c'est sans aucun volume et sans aucun travail sur la matière et tout ça. Il y a juste les couleurs là qui sont posées. Une fois que les couleurs sont posées,
Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais travailler les ombres en fait, donc en négatif. Je travaille en négatif, c'est-à-dire que je fais la lumière sur l'ombre, c'est-à-dire que j'enlève de l'ombre en fait. Donc voilà, tout est ombré et j'enlève de l'ombre. Donc par exemple, tac, sur les personnages, ça va donner ça. C'est-à-dire que voilà, là j'enlève de la matière, ce qui fait qu'on commence à avoir des zones sombres et claires et à voir apparaître les volumes. Et je fais ça sur toutes les zones. Donc là on voit apparaître les volumes en fait au fur et à mesure. Voilà. Et voilà, je travaille... Voilà. Donc là on a déjà... Mais ça fait lumière blanche en fait. Là il n'y a pas de lumière, il y a juste des ombres. Et ensuite, une fois que toutes les ombres sont plaquées sur toute la page, voilà, ça fait un peu sombre, c'est pas très vif en fait. Ouais, voilà. Et puis c'est un peu éteint quoi. Voilà, mes ombres sont travaillées, donc les volumes sont posés. Une fois que les ombres sont posées, maintenant je vais commencer à venir travailler la lumière. En fait, c'est pas vraiment travailler la lumière, c'est tout simplement poser de la lumière en fait, parce que finalement le vrai travail c'est les ombres, puisque c'est ça qui pose les volumes. Après c'est comme si j'ajoutais des halos de lumière sur les personnages et sur les différentes formes. Et là ça commence à prendre vraiment, comment dire, ça donne une ambiance à la page en fait. Donc hop, voilà. Là pour le coup ils sortent un peu plus, c'est un peu moins contrasté. Voilà. Donc là en fait, moi c'est un peu, là c'est comme si j'avais fait le fond. Et là je commence à travailler vraiment des petits trucs, des petits reflets, et à faire, voilà, là par exemple les bulles sont pas faites, tout ça. Et là je commence à rajouter, et les textures aussi. Donc en fait, des choses qui se voient pas au premier coup d'œil, qui sont pas les plus importantes, parce que finalement le plus important est fait, mais qui vont donner à la page de la matière et sa vraie identité. Ouais. Et voilà, là je rajoute des textures, donc là on l'a vu apparaître un peu, c'est pas flagrant, mais c'est justement parce que c'est pas flagrant que c'est intéressant, parce que ça donne un petit quelque chose de plus. Je sais pas si... Ouais. Et voilà, une fois que ça c'est fait, il me reste plus que les petits détails à régler en fait. Donc par exemple rajouter un film pour éloigner les objets les uns des autres, et aussi montrer qu'il y a une masse d'eau, parce que là c'est sous l'eau, donc montrer qu'il y a une masse d'eau entre nous, la caméra entre guillemets, et les objets. Donc voilà, rajouter un peu de... ce qui vient éclaircir aussi et détacher un peu plus les objets du fond. Ensuite d'autres détails comme les bulles par exemple. Ça c'est long, c'est très long. Et après je termine par les reflets. Et donc là c'est pour donner de la netteté à l'image. Donc voilà. Donc ça en fait c'est très long ça. C'est presque le plus long. Enfin non, soit c'est pas l'étape la plus longue, mais c'est que des petits traits partout. Il faut toujours prendre la couleur du fond. Donc il n'y a pas une couleur. C'est pas du travail global, c'est que du travail du détail. Voilà. Compliqué quoi. Non, je crois pas. Non. Je crois pas parce que d'abord, déjà, moi j'habite normalement en Sardaigne, en Italie, donc ça serait très compliqué avoir cet échange continu que nous on a décidé d'avoir, parce que c'est une décision de nous. Je crois qu'il y a des gens, des auteurs qui travaillent plus je sais pas comment le dire, mais en solitaire, c'est-à-dire on a le scénariste qui fait son scénario, après il va les donner au dessinateur qui fait son travail, après on a le coloriste qui fait son travail à lui, mais il n'y a pas forcément des échanges de discours à faire pendant le travail. Nous on a décidé de procéder autrement, donc avec cet échange continu, et ça veut dire que comme on est loin, et Internet, ça veut dire qu'on peut le faire comme on a envie de le faire. Donc je crois que la réponse est non, on ne pourrait pas le faire sans Internet. Je crois que Silvio met vraiment le doigt sur un point important, c'est qu'il a dit qu'on était pinailleurs, en fait, voilà, c'est qu'on a un peu l'exigence du jusqu'au boutisme dans les intentions, dans nos envies, dans le plaisir. Donc il y a un travail qui est fait au niveau du scénario, qui est un retravail perpétuel jusqu'à arriver à ce que je donne à Silvio, qui est encore retravaillé suivant les pages qu'il réalise. Sur les pages qu'il réalise, on a beaucoup d'échanges sur le story et même sur la mise au propre par rapport à des intentions qu'on peut affiner encore, ou je
je dis n'importe quoi, des positionnements de bulles, des bulles que je dois rétrécir, voilà, la mise en scène est retravaillée encore au niveau du dessin, même quand il a déjà retravaillé le storyboard. Et au niveau de la couleur, c'est pareil, on a beaucoup d'échanges et il y a des pages, ça se tient parfois à des petits détails, mais on a des planches sur lesquelles il y a 4 versions, 5 versions. Ça ne veut pas dire qu'il a passé 5 jours, 5 fois une journée sur la page, mais en tout cas, on fonctionne par étapes, beaucoup par étapes, ce qui fait que, vu qu'on n'est pas voisins, les trois, on a besoin de cette immédiateté de la communication et de cette réactivité de la communication. Donc voilà, on a Skype, on a Messenger, on a nos téléphones, ce qui fait que ça nous rapproche tout simplement et ça permet ce travail-là. Il y a effectivement il n'y a pas une passation de relais en fait. C'est juste, il y en a un autre qui monte sur le vélo et à un moment on est 2 à pédaler, après il y en a un troisième, on est 3 à pédaler. C'est pas le scénariste qui a terminé son travail et puis hop il s'en débarrasse et le dessinateur c'est son job. Et après pareil pour le coloriste. Parfois on a aussi des choses qu'on fait presque en direct, c'est-à-dire qu'on s'appelle sur Skype, on est sur Photoshop à faire des petits changements, je pense notamment à la couverture, à des passages particulièrement importants. Et là, c'est pas parler au téléphone, par exemple, on pourrait le faire, mais c'est vraiment de s'échanger des images, de parler en même temps, c'est un 360 degrés de collaboration et ça est rendu possible que par Internet.